Tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Le mercredi de 21h à 22h. Tout est école, tout est enseignement. Radio Campus 93.3. Rien n'est simplement récréatif. Tout est école, tout est enseignement. La France ne comprend pas l'Afrique. Il est grand temps qu'elle la comprenne. Chers auditeurs, chères auditrices, Sao Bismillah, bienvenue au grain comme tous les mercredis soirs. La France ne comprend pas l'Afrique, il est grand temps qu'elle la comprenne, nous dit l'homme Thomas Sankara, le capitaine. Et ce soir, on va aborder un sujet fondamental dans la compréhension de cette Afrique dont nous parle Sankara. Et on va parler ce soir du franc CFA. Vaste sujet, sujet qu'on voulait déjà aborder depuis un petit moment. Donc on est vraiment content ce soir, en ce 3 février 2016, de pouvoir aborder ce sujet en compagnie ce soir de Raymond. Bonsoir Mathieu. Cheville ouvrière désormais du grain de l'association Survie. Je précise ça ce soir encore une fois parce que c'est aussi un sujet que vous avez pu aborder de maintes et maintes fois. Vous avez pu inviter déjà différents conférenciers sur ce sujet. Donc voilà, je pense que tu es bien placé pour en parler ce soir. Et ce soir, le retour de Pierre. Salut Mathieu. Salut Pierrot. Donc retour ce soir, alors pareil on est dans ton domaine hein. Oui un peu, je suis pas un spécialiste d'économie monétaire mais je vais essayer de pas dire trop de conneries ce soir. D'accord, bon en tout cas je sais que t'as pas mal taffé sur le sujet, Raymond aussi, ça devrait être une bien belle émission. Donc ce que je vous propose c'est d'écouter un grand homme et plutôt par la taille du coup. On va commencer en écoutant monsieur Jacques Chirac et après on va rentrer dans le sujet. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi. En même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Jacques Chirac suivi de Richard Bohringer. Alors on a entendu Jacques Chirac nous dire tel un aveu. Qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Alors est-ce que maintenant, quand on parle de franc CFA, est-ce qu'on parle d'exploitation aussi? Est-ce qu'on est dans une exploitation, d'un pillage véritablement au même titre que l'esclavage? C'est ce dont on va essayer de parler ce soir, essayer de présenter, voilà, ne pas aller dans un même sens, essayer de pratiquer voilà, une certaine dialectique socratique. Essayer d'accoucher de certaines idées ce soir. Est-ce que Raymond, déjà, tu peux nous présenter ce qu'est le franc CFA d'abord et comment il fonctionne? Peut-être aussi Pierrot nous apporter quelques précisions sur le fonctionnement du franc CFA. Eh bien, bien volontiers. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Il se déguisera par la suite en franc de la communauté financière africaine pour les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Il faut savoir que le franc CFA est imprimé
tout près d'ici, à Chamalières. Chez nous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, un petit flashback pour expliquer les choses, à la France vaincue en 1940, l'Allemagne a imposé un taux de change exorbitant. Un Reichsmark équivalait à 20 francs français. Et ceci a permis à l'Allemagne de piller la France. Personne ne peut le nier. Pour ce qui concerne le franc CFA, 1 euro est équivalent à 655,96 francs CFA. Alors, qu'est-ce que le franc CFA ? Eh bien, c'est le nom de 2 monnaies communes à plusieurs pays d'Afrique qui constituent la zone franc d'Afrique centrale et la zone franc d'Afrique de l'Ouest. Donc, CEMAC et UMOA. En Afrique, les zones francs constituent des espaces monétaires et économiques. Ces ensembles formés d'États et de territoires sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français et d'États qui n'étaient pas alors des colonies françaises, comme le Cameroun et le Togo, qui étaient des colonies allemandes, la Guinée équatoriale, colonie espagnole, et la Guinée-Bissau, colonie portugaise. Après l'accession à l'indépendance, la plupart des nouveaux États sont restés dans un ensemble monétaire dont le cadre institutionnel a été rénové et structuré par un système de change commun. Leurs devises sont des contre-valeurs à parité fixe. Avant, c'était avec le franc français, maintenant, c'est avec l'euro, dont la valeur est garantie par le Trésor public français dans le cadre du traité de Maastricht. Donc concrètement, comment fonctionne le franc CFA ? Alors, autrefois, la Banque de France, mais aujourd'hui, c'est le Trésor français, c'est-à-dire Bercy, Oui. ouvre d'une part un compte pour chaque banque centrale, un compte pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la BCEAO, un compte pour la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, qui s'appelle la BEAC, et pour finir, un compte pour chacun des États membres de ces zones. Lorsqu'un pays de la zone franc, CFA, exporte vers un autre pays que la France, il récolte des devises qui alimentent la banque centrale de sa zone. Et cette banque centrale a alors obligation de transférer sur son compte ouvert auprès du Trésor français au moins 50% de ses rentrées de devises. Je dois préciser qu'à la création des zones CFA, la règle était purement et simplement de 100%. Puis une première réforme en 1973 a ramené le taux à 65%. Et aujourd'hui, depuis 2005, c'est 50%. Alors, excuse-moi, juste, il y a eu beaucoup de notions. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu sais, souvent ici, quand un enfant naît, une sorte de coutume, on lui ouvre un livret A. Est-ce que ça pourrait vouloir dire, ou alors justement c'est mal résumé, c'est une mauvaise image, tu m'ouvres, en tant que tu es mon papa, tu m'ouvres un livret A, vers mes 18-19 ans, je veux lancer un business, je prends l'argent qui est sur ce livret A, je fais mon business, et 50% de ce que je vais gagner de mon business qui va aller sur mon compte, 50% je dois te les donner sur ton compte. C'est comme ça ou pas? L'image est plutôt bien trouvée, oui, c'est ça. En gros, c'est que tu dois léguer 50% des dépôts au papa, c'est-à-dire à l'ancien colon, ouais, en l'occurrence. Et donc voilà, oui, c'est une image. Mais est-ce que c'est quand même une somme qui leur est virtuellement disponible,
Ou c'est 50%. Ce que je veux savoir, Théoriquement, oui, mais Oui. principe de bon père de famille, on garde l'argent au chaud. Enfin, tu vois, l'argumentaire reste assez limite de ce point de vue-là. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Ouais. Et Mathieu, je vais aller au-delà du livret d'épargne pour te dire tout simplement que lorsqu'un pays de la zone franc CFA exporte par exemple n'importe quel produit vers les USA par exemple, pour un montant de $100 000, eh bien le règlement de cette exportation arrive, mais seulement 50% vont arriver dans le pays. Les 50% restants sont versés obligatoirement auprès du Trésor français. Alors, en pratique, le Trésor français va disposer donc de ces 50% sur des comptes principalement en obligations d'État émises par la France. Disons que la France va faire fructifier cet argent. Mais le fruit de ces placements, mais le pays d'où vient la source de ce revenu, non, exactement. Alors, on voit donc que ces pays-là vont se départir de 50% de leurs revenus et les banques centrales de ces pays vont être obligées de racheter avec leur propre devise. Les 50% restants vont racheter des CFA pour que la parité reste toujours fixe vis-à-vis de l'euro. Et il faut savoir aussi que en vertu de la transférabilité entre la zone franc et la France, eh bien les francs CFA a toujours tendance à revenir en France. Voilà. Oui, donc on comprend déjà un petit peu mieux, déjà même au bout de 10 minutes d'émission, ce que veut dire Jacques Chirac quand il dit il faut avoir un petit peu de bon sens, même pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris, ou même sans leur rendre. Et je vais rajouter quelque chose de très très important, c'est que dans les instances de gouvernance et d'exécution de tout ce système, conseil d'administration, conseil de surveillance, il y a des représentants français, des hauts fonctionnaires français qui sont détachés spécialement dans ces banques centrales, et qui ont pour mission de préserver les intérêts de la France. Ils ont droit de veto sur tout. Il suffit qu'un seul haut fonctionnaire français émette un veto contre une décision, même s'il y a en face de lui 10 Africains, eh bien c'est la France qui gagne. D'accord. Ok, je pense qu'on est bien rentré dans le sujet. Pas mal rentré dans le sujet même. Je pense que là où tu vas en venir, en gros, c'est qu'il faut sortir de la zone CFA. Et oui. Si je te vois venir, Raymond. Oui. Alors, ce que je te propose avant ça, c'est qu'on s'écoute un morceau à l'ancienne, je dirais, Dub Incorporation avec Lyricsson, Money. De l'amertume des décès, ce sont tous des cow-boys. Ils prônent la liberté, aiment voir les gens payer. Ils pensent être des symboles, car il faut qu'il ait toute la thune de mes poches et que mes proches n'en finissent pas de payer. Car il faut qu'il ait le rêve son ébauché, que leurs poches n'en finissent pas de briller. Le coup de faut qu'on trace notre route, faut qu'on serre les coudes, départager la soupe. Ils n'en ont rien à foutre qu'on l'a cédé qu'ils me coupent. Mon compte est soldat route, donc j'appelle toutes mes troupes. Yo, ils épargnent l'argent mais jamais les gens. De la thune et du luxe dans le respect du vent. C'est que dans l'unité qu'on ira de l'avant. De Beck et Lyricsson viennent brûler tous leurs plans. Hear that. The rich I take the poor fit footstool out of the bondage slavery to get to use them one pool. 400 years and still be taking fearful. That's why me tell them say the fire in me heart they can't cool. Yo, the rich I take the poor fit footstool out of the modern slavery to get to use them
finissent par payer. Car il faut qu'il ait le rêve à son ébauche et que leurs poches n'en finissent pas de briller. Everyone is searching for an escape. Life in a Babylon are redder than red. How could I believe all the rumors them spread? See them a gone like Selassie I dead. If them have to fight to get peace of bread. On the streets, them a go run red. Leaders them to know say people have to get fed. Out of the jail, them a go escape. C'est vrai qu'ils nous prennent pour des cons, c'est la merde qui illumine leur fond. Et pendant ce temps, ils s'enfilent comme des porcs par millions. Pour la thune bien évidemment, quel enfer, wow, wow. La monnaie des primes à la peur que ne soit inutile dans ce monde décadent qui la rend trop petite, l'utopie serait de l'avoir sous terre. Dub Incorporation avec Lyricson. J'allais dire le regretté Lyricson. Regretté parce que ça fait des quelques années qu'il n'a pas sorti d'album. Et c'était vraiment pour moi un grand artiste. Mais bon, on espère qu'il va revenir au meilleur de sa forme. Enfin bref, là je dérive. En gros, Raymond, tu commences à nous dire, tu as tracé le chemin pour aller vers ton... T'es dans ta plaidoirie ce soir, on va dire. Oui. Voilà, donc là tu veux nous expliquer que l'Afrique doit sortir de ce système-là, dont tu as décrit posé les contours. Concrètement, vraiment, que se passe-t-il si, admettons, demain, un pays africain, on va dire le Mali, que se passe-t-il si le Mali demain sort de la zone CFA? Eh bien, je vais donner une réponse diamétralement opposée à la question, c'est-à-dire que je vais répondre à une autre question, qui est celle-ci. Quels avantages pour un pays africain de quitter ce système monétaire? D'abord, une évidence. Tout pays indépendant ne l'est vraiment que s'il peut créer et gérer sa propre monnaie. C'est un acte de légitime souveraineté. Ainsi donc, la question « Que se passe-t-il si un pays africain sort de la zone CFA ?» revient à se demander pourquoi nos grands-parents ou nos parents ont-ils lutté pour être libres, pour être indépendants? La réponse est pour sortir de la chosification dont ils étaient l'objet. Par exemple, et là encore, flashback vers l'histoire, l'article 44 du Code noir de 1683, écrit par Colbert, stipule que l'esclave est un bien meuble. Mais à partir du moment où l'esclavage a été aboli, alors, les déportés ont pu vivre dignement. Analogiquement, et c'est assez osé, mais je l'assume, après les indépendances de 1960, chaque dirigeant a pu gouverner son pays comme étant un État afin de remplir les obligations que lui imposent les citoyens, c'est-à-dire remplir son rôle d'agent régalien, construire les routes, les écoles publiques, les hôpitaux, les voies ferrées, les ponts, etc. Défendre l'État, prendre des décisions d'ordre stratégique comme la sécurité intérieure. Même si l'on sait que ces indépendances politiques sont fictives, elles méritent le nom quand même. Et comme tu dis, des grands-parents ou parents se sont battus pour ça. Mais ce qui permet à un pays d'être appelé État, c'est l'économie. Or, le cœur de cette dernière, c'est la monnaie, qui permet aux citoyens de travailler pour construire leur État et non pour développer des États extérieurs à leur pays. Et je vais citer un économiste camerounais aujourd'hui décédé qui s'appelle Joseph Pouemi. Entre parenthèses, il a fait ses études à Clermont-Ferrand, une partie de ses études à Clermont-Ferrand dans les années 70. Dans son ouvrage « Monnaie, servitude et liberté », il dit « Sans monnaie, l'activité économique s'étiole ». Ainsi, les pays africains de la zone franc, privés de leur monnaie, qui n'est pas
leur propriété, puisque le franc CFA est la propriété de la France, alors il faut lui rendre cette propriété qui est l'objet même de la lutte pour l'indépendance totale, c'est-à-dire politique et économique, qui ne peut passer que par la suppression du franc CFA. Donc pas d'indépendance sans souveraineté monétaire. En gros, il n'y a pas pour toi d'inconvénient intrinsèque à la sortie de la zone CFA? Non. Que des avantages? Il y a des avantages. Alors, Maître Kodjo, on a entendu votre réquisitoire. Maintenant, je voudrais qu'on appelle à la barre Maître Mandon. Maître Pierre. Alors, ce soir, je vais jouer un rôle qui est pas très agréable, mais je pense qu'on en a discuté avant, il est nécessaire. Je vais faire l'avocat du diable. Vas-y. Mais cela dit, c'est important pour resituer le débat, recentrer le débat et évoquer les arguments de ceux qui défendent le CFA, le maintien du CFA. Et en fait, il y a beaucoup d'arguments. Moi, je les ai regroupés en deux catégories. La première catégorie, c'est ce que j'ai appelé, dans les notes que je t'avais envoyées, les arguments paternalistes. Bon, on pourrait aussi qualifier ça d'arguments néocolonialistes, selon le langage politique qu'on adopte. Alors en gros, l'idée fondamentale de chacun de ces arguments, c'est de dire on va vous aider, on peut faire mieux que vous. Ce qui est, de mon point de vue, c'est assez terrible. Je pense que Raymond est d'accord et on pourra rebondir dessus. Le premier de ces arguments, alors c'est relatif à la stabilité de la monnaie. Donc Raymond l'a bien évoqué au début. Donc le CFA a une parité fixe par rapport à l'euro. Donc 1 euro égale 656,57 CFA. Et en plus, donc du coup, ce qui fait que en fait, le CFA garde la même valeur par rapport à l'euro et il subit les mêmes variations par rapport aux autres devises que l'euro. Si l'euro perd 30% de sa valeur par rapport au dollar, il en sera de même pour le CFA. Alors, l'avantage de cette parité fixe, c'est que les banques centrales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ne peuvent pas être victimes directement d'attaques spéculatives. Il n'y a que l'euro qui pourra être attaqué. Et donc, ce qui fait que dans la tête d'un investisseur, à moyen terme, il se dit, bon, la valeur de la monnaie est sécurisée, je peux investir des capitaux. Voilà, donc l'argument évoqué souvent, c'est de dire, attention, si admettons, l'Afrique de l'Ouest avait sa propre monnaie, on dit attention, il y a la Côte d'Ivoire qui est la première puissance économique, elle connaît une instabilité politique chronique, du fait notamment des problèmes d'ivoirité, dont peut-être on pourra reparler dans une autre émission. Ce qui fait que, dans ce cas-là, peut-être que les détenteurs de monnaie diraient attention, il y a de l'instabilité politique chronique là où il y a le cœur économique de la zone Afrique de l'Ouest. Moi, je vais vendre cette monnaie pour acheter de l'euro, du dollar, de la livre. Donc voilà. Et ça peut, en régime de change, si la nouvelle monnaie est en régime de change fixe, ça peut aboutir à une dévaluation brutale. Et si c'est en régime de change flottant, c'est-à-dire géré par les marchés, et ça va conduire à une dépréciation. Les deux termes sont un peu barbares, mais sont équivalents. En gros, c'est l'idée de dire que la monnaie va perdre de sa valeur. Et le problème, c'est que si la monnaie perd sa valeur, ça implique une hausse mécanique de la valeur de la dette. Bon, alors la dette, on pourra aussi en faire une émission sur est-ce qu'elle est légitime ou pas. Je pense que ça peut être intéressant. Et aussi la facture énergétique. Ça, tous les pays ne sont pas en mesure d'assurer leur autonomie énergétique et ça peut faire augmenter la facture énergétique. Ça, c'est le premier argument. Je vais très vite évoquer les deux autres parce que je les trouve pas très intéressants, même pas intéressants, pas très intéressants. Alors le deuxième argument, c'est relatif à la sécurisation du trésor de guerre. En gros, on dit, nous, on va assumer la sécurité de votre argent ici à Chamalières, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Je trouve pas ça très intéressant parce que je pense qu'on peut en reparler à la fin de l'émission. En fait, le processus de création monétaire, malheureusement ou heureusement, en fait, il est beaucoup plus géré par les banques commerciales lorsqu'elles octroient un crédit que par la banque centrale qui est la monnaie papier. Ce qui fait que normalement, si le système bancaire fonctionne bien, c'est plus les banques commerciales qui, en faisant contracter des crédits auprès des entrepreneurs ou des ménages, vont créer de la monnaie.
Donc bon, finalement, l'essentiel du problème n'est pas là, quoi. C'est pas un argument qui est très valable. Le dernier, je pense que c'est le pire. Et le pire de ça, c'est que je pense que souvent il peut être invoqué avec de bonnes intentions. C'est de dire que finalement, en fait, tout ça, gérer une politique monétaire, gérer une banque centrale, c'est quelque chose de technique. Et que finalement, peut-être que le peuple, que les cadres en Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas les compétences techniques, donc on va s'en occuper pour eux. Donc je trouve ça assez terrible parce que c'est un argument qui peut très vite déraper sur des logiques de hiérarchisation des races. Alors si on doit retenir quelque chose de cet argument-là, ceci dit, c'est que si jamais les différents pays adoptaient une monnaie nationale, certains d'entre eux pourraient quand même être confrontés à des difficultés concrètes du fait qu'ils ont quasiment aucune ressource propre et qu'ils ont un système éducatif qui est très peu financé. Je pense au Niger par exemple. Le Niger est donc classé dernier selon le classement de l'indicateur de développement humain. Et en fait, il s'appuie sur 2000 bacheliers par an. Donc en fait, ça c'est ça on va dire ça. Mais ça c'est en interne du coup. En interne, exactement. Parce qu'il y a une forte diaspora qui vient étudier. Oui. En fait, il y a souvent les cadres partent à l'étranger. Donc dans ce cas, dans le cadre du Niger, ça serait de dire, au vu de la situation actuelle, il serait dur pour le Niger d'assumer déjà les frais de fonctionnement de sa banque centrale et d'assumer peut-être le fonctionnement au quotidien d'une politique monétaire. Dans ce cas, on pourrait dire peut-être qu'un pays voisin, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, pourrait aider apporter de la compétence technique. Mais de manière générale, l'argument de dire qu'on peut faire mieux, c'est toujours assez limité. Surtout que, hormis peut-être ton premier argument, qui peut se défendre dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on est vraiment l'argument. Cet argument est souvent invoqué. Ça m'étonne pas parce qu'il peut avoir sa consistance, on va dire, rhétorique. Cependant, on est vraiment dans mon exemple tout à l'heure du papa avec le livret A, c'est-à-dire moi je te dis, papa, j'ai besoin de retirer l'argent qui est sur le livret, et papa me dit, attends, t'es pas encore assez mûr. Pour l'instant, moi je suis plus à même que toi à gérer. C'est exactement ça, parce que ça suppose derrière que on dit ok, donc on va partir du principe que la monnaie la valeur de la monnaie va être fortement indexée à la situation politique de la Côte d'Ivoire. C'est crédible, mais on peut penser que c'est pas une situation inéluctable. Il peut y avoir d'autres alternatives. On peut penser que par exemple, on peut imaginer par exemple une monnaie qui reposerait aussi sur la situation au Sénégal, qui est beaucoup plus stable, qui est moins développé économiquement, mais beaucoup plus stable. Donc c'est vrai que... disons que c'est un argument qui de toute façon qui est là pour justifier la situation. Alors moi, je sais pas ce que toi tu préconises, Raymond, peut-être que ce sera dans la deuxième demi-heure de l'émission qu'on va parler de ça. Mais souvent Pierre parle finalement d'une monnaie d'Afrique de l'Ouest. Parce que tout à l'heure je disais, imaginons le Mali sort de la zone. Donc moi j'étais sur une monnaie nationale. Toi tu parles d'une monnaie commune. C'est la nouvelle monnaie commune, un peu comme l'euro. Mais sauf pour le dernier argument où là j'ai évoqué le cas d'adoption de monnaie nationale, qui pourrait poser... C'est vrai qu'il pourrait peut-être poser des difficultés pour les pays les moins développés. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, on peut balancer le son que tu as choisi tout de suite. Comme ça, on parle, parce qu'il y a quand même eu des essais avant. C'est pas comme si personne n'avait essayé de le faire. On peut parler. En parlera. On peut parler tout récemment de Kadhafi. Avec son dinar or, ou on peut parler de Sékou Touré il y a une cinquantaine d'années. Du Mali qui a aussi fabriqué sa monnaie, mais on en parlera. Quels sons tu nous as ramenés, Raymond? Un son des années 70. C'est années 69. C'est un chanteur béninois qui s'appelle Georges Viquet, qui a chanté une chanson dont le sens profond est très intéressant. Écoutez. Ok. Et on se retrouve tout de suite après. Mon frère de l'autre bout du continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud,
Opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la roue tournera toujours. Un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Je ne cesse d'appeler les vaudous à mon secours, mais à mes cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Il me faut compter sur moi seul et sur le temps. Nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Tant que la terre tourne, la roue tournera encore. Merci beaucoup Raymond pour ce magnifique titre. Et voilà, quand le papa donne une guitare à son enfant, voilà ce que ça fait. C'est peut-être ça qu'on veut pas en fait. Et tu as très bien fait de parler de papa et de fiston, parce que en réalité, nous sommes dans cette situation. La France étant le papa et nous les enfants. Et comme notre porte-monnaie, on ne peut pas gérer ça, papa gère ça à notre place. Et tout en sachant que tout papa, même quand il est tyrannique, il y a toujours un rapport finalement, une certaine affection. Et c'est vrai que moi, ayant vécu au Mali, j'ai pas senti de véritable haine ni rien. Non, il n'y a pas de haine. Et justement, il y a un rapport qui vraiment qui est ambigu, mais c'est aussi pour dire que ce rapport paternaliste qui est toujours là entretient aussi une certaine. Alors, même s'il n'y avait pas ce rapport paternaliste, il y aurait toujours un lien. Nous sommes tous sur la même barque. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je le souligne. Si ça va mal pour moi, ça ira mal pour vous tous aussi. Nous sommes dans un monde interconnecté. Si on ne fait pas attention et qu'on continue à laisser les écarts se creuser, mais on va faire des défilés tous les 4 matins, plus jamais ça, des émotions débordantes, on va regretter, mais ce sont les mauvaises graines, on les sème tous les jours, c'est ça. Parce que, pour en revenir à notre sujet, moi, je constate une chose, pourquoi faut-il faire le bonheur des Africains à leur place et pour eux? Pourquoi? Pourquoi ne pas les laisser eux-mêmes s'occuper de ça? On voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc c'est pas la bonne solution. La générosité de notre grande France est débordante, d'accord, mais pour quel résultat? Il n'y en a pas de résultat. C'est un échec total. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Dans ces pays, plus de 50 ans après les indépendances, rien n'a bougé. Est-ce que les Africains sont incompétents? Certainement pas. Est-ce qu'ils sont pauvres? Non, ils ne sont pas pauvres, puisque leur sous-sol regorge justement de choses qui attisent la convoitise de ceux qui veulent que ce système perdure. Et la conséquence, c'est que des gens sont assis sur des mines
de pétrole, d'uranium, de manganèse, de fer, et ils crèvent de faim, et ce n'est pas normal. Et parmi les avantages, pour moi, de la sortie de ce système, c'est que les pays de la zone franc, déjà, ne seront plus obligés de se délester de 50% de leurs revenus, obligatoirement, et en se désengageant de tâches, de missions telles que l'urbanisation, l'amélioration de la vie de leurs concitoyens, parce que cet argent-là, ils peuvent l'utiliser pour faire d'autres choses. En continuant ce système, en se délestant de 50% de leurs revenus, mais ils acceptent la pauvreté structurelle. C'est structurel, parce que c'est comme ça. Ça ne change pas. Le système est comme ça, donc ils seront toujours pauvres. Ils seront toujours 50% moins riches. Ils se désengagent aussi, en restant dans ce système, de leur défense nationale. En fait, ils s'asservissent. On ne peut pas être indépendant. Est-ce que vous imaginez la France verser 50% oui, dans ce truc. Bon, j'ai évoqué la guerre, ça a laissé des traces, on en parle, on connaît la douleur de ça. La solidarité africaine a envoyé nos grands-parents sur les fronts d'Europe, de partout. Et le remerciement, c'est on applique la même chose que l'occupant avait appliqué à la France. Non, c'est pas normal. Moi, je dis que parmi les avantages, donc j'ai cité donc plus d'obligation de se délester de 50% de ses revenus, et deuxièmement, une monnaie propre à l'Afrique. Évidemment, certains ont essayé, mais ils ont été très très vite ou écartés s'ils ont eu de la chance, ou assassinés. Parce que c'est mettre à mal ce système, Jacques Chirac le précisait, qui fait que la France est ce qu'elle est. Ça, c'est une affirmation. Ce n'est même pas une hypothèse. Et je défie quiconque de me démontrer le contraire. Alors, en sortant de ce système, eh bien, les pays de la zone franc pourront choisir eux-mêmes leur taux de parité. Alors, on va dire, comment dire, attaque, dépréciation, etc. Il y a des pays, dans la zone anglophone, il y a des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, qui ont leur propre monnaie, qui ont leurs économies. Avec les aléas liés à cette économie, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, c'est que si un pays a sa propre monnaie, ce pays exporte. Quand ce pays exporte ses richesses naturelles, il récolte des devises. Et avec ces devises, ce pays peut acheter d'autres choses à l'étranger. Mais dans le pays lui-même, mais on se fout pas mal de la force, du poids de la monnaie, puisque c'est l'économie du pays qui le gère. Hein, c'est interne. Donc, l'économie du pays peut très bien reposer sur une monnaie pas convertible qui permette de consommer local. Et ça donne déjà du travail aux gens, aux nationaux, parce que ce qu'on remarque, c'est que le système CFA est fait de telle sorte que les banques n'encouragent que les business d'import-export. Les banques ne financent pas du tout des projets locaux, ou alors à des taux exorbitants, 14 à 15%. Ça, c'est tout à fait vrai, ouais. Ça, je pense qu'on pourra d'ailleurs revenir un peu dessus. Voilà, et donc, après, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système, dès le départ, ne veut pas qu'il y ait de développement. Ce système veut qu'il n'y ait que de l'import-export.
que ce système veut qu'il y ait toujours de la dépendance, et ça, ce n'est pas normal. Donc, autre avantage de sortir de ça, mais c'est que les pays qui sortent de la zone franc pourront se faire honneur en employant les compétences nationales dans le domaine monétaire, parce qu'il y en a. Mais il y a des tas d'intellectuels africains, de gens très très bien formés, même au-delà de ça, mais où est-ce qu'ils sont ? Ils sont à l'étranger, ils sont en Europe, ils sont en Amérique du Nord, ils sont en Asie. Alors le fait que la France fasse le management de la monnaie à la place de ces pays les prive de l'opportunité justement d'employer tous ces gens. Par exemple, il y a des métiers comme des actuaires financiers, des actuaires des financiers, des ingénieurs informatiques, des managers. Eh ben, il y a des Africains qui sont très compétents dans ces domaines, mais ils ne pourront jamais travailler en Afrique puisque il n'y a pas de banque en tant que tel qu'on le comprend. Hein, voilà. Je pense qu'on a bien compris les arguments que tu as, les avantages que vous avez avancés, Maître Kodjo. Je voudrais redonner la parole à Maître Mandon, peut-être continuer dans l'énumération des arguments qui iraient contre ce que vient de... Difficilement, peut-être là, la tâche est difficile, peut-être aller à l'encontre des arguments avancés par Raymond. Déjà, Raymond a tout à fait raison concernant les pays de la région qui ont leur propre monnaie, comme le Ghana par exemple. On va pas citer le cas du Nigeria qui est un peu exceptionnel au vu de la population. Mais le Ghana arrive très bien à gérer sa politique monétaire et démontre qu'il y a une bonne gouvernance autour de sa monnaie. Moi, les arguments que je voulais invoquer sont d'une nature différente des arguments paternalistes. Je l'ai appelé ça des arguments structurels. Parce que c'est des arguments qui apportent une réflexion par rapport à comment est le système financier et monétaire à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Principalement les arguments qui sont avancés par mon laboratoire de recherche, par les anciens, notamment avec René, avec qui je collabore par ailleurs. Donc le premier de ces arguments, c'est celui qui est relatif au ciblage d'inflation. Donc je pense peut-être préciser un peu le ciblage d'inflation, ce que c'est pour les auditeurs. Donc en gros, la Banque centrale va fixer un objectif. Cette année, on ne fait pas plus de tant de % d'inflation par an. C'est-à-dire que la croissance des prix pour le ménage qui va faire ses courses ne doit pas excéder cette valeur seuil. Donc pour la zone Afrique de l'Ouest, le ciblage d'inflation est de 2% par an. Donc c'est ridicule parce que c'est le même ciblage d'inflation qu'en Europe. Alors que, en fait, il y a justement René Tapsoba qui est maintenant au FMI. Il a fait un papier de recherche là-dessus. Il a montré que la cible était beaucoup trop basse et que l'Afrique de l'Ouest pouvait se permettre de faire plus d'inflation par an. Donc lui, il estime que la cible optimale se situerait entre 5% et 7,3% d'inflation annuelle. Et donc plus d'inflation, ça permettrait donc pour ceux qui sont endettés donc de voir le poids de leur dette allégé, parce que la valeur de la dette perd lorsqu'il y a de l'inflation. Donc, ce qui peut permettre à des gens endettés de reconsommer. Ça, c'est pour le côté demande. Puis pour le côté offre, en fait, l'inflation, on a tendance à inverser au niveau du raisonnement. L'inflation conduit à une baisse du niveau réel des prix. Par exemple, à une baisse de la valeur du salaire. En gros, avec une plus forte inflation, le salaire aura une moins forte capacité d'achat. Donc le travail sera moins rétribué de façon réelle. Et donc, un effet positif pour l'employeur, c'est que du coup, il peut embaucher quelqu'un avec le même salaire, ça lui coûtera moins. Donc ça, c'est deux effets positifs de l'inflation. Lorsque l'inflation est modérée, lorsqu'elle n'est pas trop élevée, ça bénéficie à la croissance. Alors la croissance, on sait que c'est beaucoup critiqué, notamment dans nos économies développées, parce que ça rentre en contradiction. Ça peut rentrer en contradiction avec des motivations sociales et écologiques, environnementales. Mais bien souvent, dans les pays en développement, le plus peut rimer encore avec le mieux. Et donc l'idée, c'est que
le 1,5% de croissance qui manque aux pays d'Afrique de l'Ouest, qui pourrait être gagné grâce à une cible d'inflation plus élevée, pourrait bénéficier au développement si la croissance est inclusive, c'est-à-dire si elle bénéficie à l'ensemble de la population. Donc ça, on avait parlé, c'est pas quelque chose qui est évident. Oui, parce que finalement, tu parles d'un modèle de développement économique, mais si on est toujours dans ce cadre-là des 50% qui sont reversés au trésor français... Ah non, c'est sûr que c'est plus difficile. Finalement, ça ramène que plus d'argent au trésor français. Exact. Dans le cadre du système actuel, c'est vrai que ça permet pas de bénéficier de l'intégralité de ces gains. Et puis même, de toute façon, comme disait aussi Raymond, c'est que le système bancaire ne remplit pas son boulot. En fait, il y a un problème de surliquidité. Donc ça, c'est l'autre argument structurel qui est souvent invoqué, c'est le problème de surliquidité. Donc les banques, elles restent tranquilles, les banques commerciales, je parle. Elles restent tranquilles, elles gardent les dépôts des ménages, principalement des ménages, et puis après elles prêtent pas, très peu, notamment au secteur local, à l'entrepreneuriat local, ou alors si elles prêtent, c'est à des taux qui sont exorbitants par rapport aux normes ici. Donc ça peut être des taux, je crois que les taux d'intérêt peuvent monter à 14 ou 15% Exactement. Pour l'achat d'un bien immobilier. Ah oui, c'est tout à fait ça. Donc que ce soit pour un hangar, pour un entrepreneur, ou même une maison pour un particulier. C'est des taux qui sont exorbitants. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, il faut modifier les règles de telle manière à ce que les banques commerciales jouent le jeu et ce qu'elles fassent ce qu'on appelle de l'intermédiation financière, c'est-à-dire qu'elles se servent des dépôts des ménages pour financer des projets, l'entrepreneuriat. Exactement. Mais après donc, messieurs, excuse-moi de te couper, mais il y a une autre difficulté. Si on est dans un pays comme le Mali ou le Sénégal, on va dire à majorité musulmane, l'usure est illicite dans le cadre législatif islamique. Tout à fait, mais dans ce cas, alors je suis pas un spécialiste de finance islamique, mais il me semble que l'intérêt est substitué par d'autres principes, comme par exemple un espèce d'actionnariat, une part dans... Il y a plusieurs façons de... Je crois que la banque, si elle octroie un prêt, elle aura une part... Par exemple, dans l'activité de l'entreprise. En fait, il me semble que c'est. Il y a des façons. Il y a des façons de sorte de prêt déguisé, mais au moins où le prêteur assume une responsabilité dans son engagement. Bref, c'est pas le sujet, mais ça, on pourra en parler après. Aussi, je pense des différents types de systèmes bancaires. Mais donc voilà, l'idée des deux arguments structurels. Après, je m'arrêterai là. Donc, en fait, c'est des arguments, je trouve, intéressants, mais par contre, ils ont tendance à écarter le débat de la monnaie, de la souveraineté monétaire, c'est ça. Parce qu'en fait, ils évoquent d'un côté une cible d'inflation qui est trop restrictive, et de l'autre côté un système bancaire qui fait pas son boulot. Ouais, parce que... Mais en fait, voilà, si on lit ces deux arguments-là, on dit ok, on va résoudre le premier et le deuxième, mais finalement on peut rester dans le cadre du CFA. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ces deux types d'arguments peuvent permettre finalement de dire bon, on va améliorer on va comment dire, adopter une cible d'inflation moins restrictive et développer le système bancaire, mais on va pas toucher au CFA. Et oui, et c'est là que le bas blesse, parce que le problème, c'est ça. Puisque, vous l'avez constaté, depuis 1960, mais des pays qui sont indépendants, qui ont formé des gens, qui ont envoyé des gens étudier à l'étranger, qui ont des compétences, des ressources humaines, mais inégalables, ces pays-là sont toujours là, dans la misère. Des gens sont toujours mal soignés, il n'y a pas d'infrastructure, etc. Mais c'est un scandale. Ce n'est pas possible. Donc moi, je dis que c'est pas parce que les Africains ne sont pas intelligents que ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a un système qui empêche l'éclosion de ces États. Et ce système, mais il s'est déguisé en monnaie, tout simplement. Après, il y a
je pense aussi qu'il y a un problème au niveau même de... Alors si on parle souvent de force, on va dire de révolution, on peut penser souvent à la jeunesse. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, cette volonté de souveraineté, donc qui passe par souveraineté monétaire, finalement il y a un prédicateur dont je vais taire le nom parce qu'il peut faire débat, qui va à droite à gauche au Sénégal faire des discours devant la jeunesse en disant tout le Sénégal, tout le Mali, tous les Burkinabés se lèvent quand ils vont envahir les rues de Dakar, Bamako, Bobo, quand il y a des caricatures du prophète. Par contre, on ne voit personne sortir dans la rue ou se lever comme un seul homme pour manifester leur volonté de sortir de ce système de système aliénant dont tu parles depuis le début. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est ce par quoi j'ai commencé. Et tout est fait pour qu'on reste dans l'ignorance de ça. Même ici, qui sait que le franc CFA est fabriqué à Chamalières d'abord? Qui sait ce que je vous ai expliqué, comment fonctionne le franc CFA? Qui le sait? Personne. Là où Raymond... Enfin, je pense que... Là, je vais aller dans le même sens que Raymond. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation autour de ces questions monétaires qui sont souvent considérées comme techniques, donc ennuyeuses. Donc on préfère déléguer ça, on préfère ne pas s'y intéresser et finalement on laisse couler. Après, j'espère qu'on les mettra en ligne. Tu as laissé pas mal de... Tu m'as envoyé pas mal de liens. Mais ce qu'il faut savoir, Mathieu, et ça aussi je l'ai abordé dans l'introduction, je dis que nous sommes dans un monde interconnecté. Ça veut dire que les jeunesses, partout où elles se trouvent, voient comment ça se passe et commencent à se poser de sérieuses questions. Ils vont à l'école, ils sont instruits, ils savent qu'ils vivent dans des pays riches en matières premières de toutes sortes. Ils savent que ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils font des études, ils n'ont pas de boulot. Ils sont mal logés, il n'y a pas d'infrastructure, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne comprennent pas. Et si Chirac le disait dans son introduction, c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à ce que ça soit dit, c'est que il faut avoir du bon sens. Il dit pas de générosité, du bon sens, de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Moi, je dis que un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la génération future. Malheureusement, nous avons que des hommes politiques qui ne pensent qu'aux élections futures. Et les mauvaises graines qui continuent à être semées, malheureusement, ça poussera. Mais tu vois, si on ne fait attention. Tu vois, Raymond, là, aujourd'hui, pareil, je vais parler de ce que j'ai vu de mes yeux. J'ai vu des cybercafés pleins à chaque coin de rue. Dans ces cybercafés-là, on va sur Facebook, on va sur YouTube, qui sont des canaux d'information quand même très importants. Sur YouTube, on va essentiellement regarder... Là, j'essentialise justement, attention. Mais on va essentiellement regarder des clips de hip-hop américain. Sur Facebook, on va essentiellement prendre des photos de soi, faire des selfies et commenter les selfies des autres. Je veux dire que sur Facebook, j'ai pu, pour préparer ces émissions, trouver de nombreuses informations sur Facebook. J'ai pu, toi-même, tu m'as envoyé de nombreux liens sur YouTube. Je veux dire, on ne peut pas attendre de façon comme ça, éternelle, qu'un homme politique providentiel vienne à la tête de ce pays et ouvrir les consciences. Je sais que c'est la base, d'un homme politique, comme tu dis, d'un homme d'État. Maintenant, je pense aussi qu'il y a vraiment une conscientisation
les gens n'ont pas besoin d'attendre pour sortir dans la rue. Comme disait ce prédicateur-là, les gens n'ont pas besoin d'attendre un nouveau Sankara pour sortir, se lever comme un seul homme dans la rue. Ils se lèvent sans avoir un saint ou un prophète, ils se lèvent pour défendre leur prophète. Ils peuvent se lever pareil. C'est pour ça que nous parlons, c'est pour ça que nous faisons passer l'information, c'est pour ça que nous réveillons les consciences, parce que les gens ne le savent pas. Moi, ici, au cours de mes conférences, mais ce que je transmets à ceux qui viennent, mais c'est ça, ce sont ces connaissances, ces points d'interrogation pour leur permettre d'aller continuer de faire leurs recherches et surtout de poser des questions à leurs élus. Parce que c'est ça. Oui, c'est le message de survie. Le message de survie. Non, moi j'avais juste un dernier truc à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, que les solutions, il ne faut pas uniquement les attendre du haut, ce que les Anglais appellent les solutions top-down, mais que ça peut aussi venir du bas, bottom-up. Ce que les Anglais appellent l'approche bottom-up. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un proverbe Igbo qui dit la marmite commence à bouillir par le bas. Toujours. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Juste là, je vais peut-être finir sur... Enfin, moi, ma présentation, je vais peut-être finir sur une petite note négative, mais je crois qu'on en a parlé. On va peut-être faire une deuxième partie pour faire peut-être un scénario fiction sur l'après-CFA. Je pense qu'il pourrait être très intéressante. Donc je voulais juste finir sur le fait que, admettons qu'il n'y ait plus de franc CFA, qu'il y ait une monnaie soit nationale, soit régionale, comme l'euro pour la France. Donc malheureusement, je pense que ça permettrait pas d'assurer automatiquement une souveraineté monétaire, tout simplement parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel de la création monétaire se fait par les banques commerciales qui octroient des crédits. Les banques commerciales sont des structures privées. Bien souvent, en plus, dans la région, ce sont soit des filiales, soit carrément des établissements bancaires français. Comme BNP Paribas. Donc du coup, même avec une monnaie, même avec une nouvelle monnaie nationale ou transnationale en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, donc tu sais, il faudrait aussi réfléchir à réformer le... On a pu poser des jalons très très forts qu'on ne peut pas briser comme ça du jour au lendemain, ça j'en suis conscient. Donc c'est sûr qu'il faudra qu'on pose cette question du système bancaire pour la prochaine fois. Les banques on va pas y manquer, on va faire, messieurs, un deuxième numéro, peut-être aussi sous le parrainage de Sékou Touré, qui disait: nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Ça peut être un argument qu'on peut mettre, ça peut être une citation qu'on mettra comme ça au sommet, je sais, enfin bon, bref. On verra, je ne sais pas quels vont être les arguments de chacun dans ce scénario fiction. Je pense pas qu'on pourra faire ça avant la mi-mars. Oui, au vu de vos agendas respectifs, messieurs. En tout cas, je pense que ça sera avec plaisir. Ça va être très très intéressant. Il n'y a pas d'agenda, pas d'actu, on n'a pas eu le temps. De toute façon, si allez voir le court-métrage, les Regards d'Afrique, peut-être qu'on s'y croisera. Regards d'Afrique, donc notamment il y a un vernissage d'expo Cotonou en musique, vernissage à la salle Dolé, donc ça se passe au Crous à 19h il me semble, le samedi 6 février. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de méditer sur tout ça. Continuez à vous renseigner, continuez à vous éclairer. Malheureusement, on n'a pas pu l'écouter, mais comme dit Neg Marron, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Donc, merci beaucoup Raymond. Merci Mathieu. Merci beaucoup Pierre d'avoir été l'avocat du diable. Avant le carnaval, t'as mis ton déguisement. Et je vous souhaite donc, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle musicale. Et là, on vous laisse avec Mounir, Mr. Meloman. Et on remercie encore beaucoup Fiona à la technique qui ne sera pas là la semaine prochaine. Elle nous fait une petite infidélité. Je vous dis donc à mercredi prochain. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous.